Procédo est heureux de vous présenter Parcours. Bonjour à tous, bienvenue dans Parcours, c'est votre émission qui vous emmène à la découverte des itinéraires des acteurs de la sécurité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eric Jensel, conseiller sûreté générale et gestion de crise chez Réunion des musées nationaux Grand Palais. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci Eric d'être sur le plateau d'A-News Sécurité. C'est un véritable plaisir. 33 ans comme officier armée de terre dans le train. J'espère que pendant 33 ans, vous étiez en première quand même dans le train. Vous avez beaucoup voyagé. J'ai un peu voyagé, pas beaucoup en train en fait. Ouais. Oui, j'ai un peu bourlingué dans ma première partie de carrière surtout. Quelles étaient vos missions dans le train ? Alors dans le train, c'est l'arme de la logistique opérationnelle de l'armée de terre. Ouais. Donc dans le train, on s'occupe on contribue à apporter aux soldats, aux combattants surtout, tout ce qui lui est nécessaire pour combattre. Munitions, carburant, mais aussi on traite de l'évacuation sanitaire, de l'organisation des hôpitaux de campagne, de l'approvisionnement en eau potable, Ouais. l'ensemble de ce qu'il faut pour s'engager au combat, quelle que soit l'intensité du combat. Et le lieu. Et le lieu, qu'on soit en opération de peacekeeping ou qu'on soit en conflit de haute intensité. La logistique n'est pas la même. Dans la période que j'ai eu la chance de connaître, les premiers enseignements de la guerre du Golfe se faisaient, et donc on s'est habitué à projeter des volumes de force loin, vite, avec des moyens qu'il fallait agréger et aller chercher à l'international, parce qu'au début on n'avait pas tout ce qu'il nous fallait. Donc c'est un domaine qui a beaucoup progressé dans les années que j'ai connues. J'ai eu la chance de connaître ces années, des années d'expansion, des années d'engagement, des années extraordinaires. Donc ça a été effectivement, je suis de la génération du malheureux conflit d'ex-Yougoslavie. Ouais. Voilà, donc Parce que vous avez effectivement Yougoslavie, Sarajevo, Albanie, mais aussi la Somalie. Tout ça, c'est lié donc à cette activité du train qui va épauler. Oui. Alors, plus ou moins me concernant, parce que j'ai eu la chance très rapidement de rejoindre une division d'intervention. D'accord. C'est la 9e division d'infanterie de marine à l'époque. Et donc, je me suis retrouvé dans d'autres missions qui m'ont amené à faire de la protection de haute personnalité dans Sarajevo. J'ai eu la chance, par exemple, d'escorter Barbara Hendricks un 31 décembre, où nous avons été bombardés à Sarajevo. Donc, voilà. C'était le feu d'artifice. Oui, voilà. C'était un feu d'artifice du 31 décembre. Donc, voilà, très rapidement, de nombreuses missions, mais c'est un peu la vocation des officiers dans l'armée de terre, puisqu'on se veut assez polyvalent, et la carrière qu'on nous amène à suivre fait se réaliser cette polyvalence, en fait. On peut parler à cette époque de missions peut-être plus délicates, je ne sais pas si vous pouvez en parler, plus risquées, qui vous ont marqué ? Parce que ça fait partie du job aussi. Oui, délicate, oui. Je vais vous parler de Sarajevo. À cette époque-là, on ne pouvait pas se déplacer très facilement sans tout un processus qui passait sous les fourches conines d'un PC de l'ONU, où on essayait de respecter les uns les autres, etc., et de faire en sorte que les belligérants, qui étaient des combattants entre eux, nous étions là pour maintenir la paix, nous laissent accéder à certains... Donc on montait énormément d'escortes. Et puis un jour, j'ai eu une mission où on m'a dit tu vas y aller tout seul. J'étais pas tout à fait tout seul. Je suis allé chercher un monsieur à l'aéroport de Sarajevo qui venait pour procéder à l'exfiltration de la population juive de Sarajevo. Et donc je suis allé dans un PC serbe dans lequel je ne serais jamais rentré dans une autre circonstance. Et là, j'avais une mission d'enseignement, bien qu'étant officier du train, très très claire. On m'a briefé là-dessus. J'aurais demandé de me laisser dormir un peu quand même, parce que pour accomplir la mission, c'était mieux après. Et voilà. Et puis un débriefing très long, et quelques années après, puisque c'était le PC de Palais, quelques images ont contribué à l'arrestation d'un désagréable personnage, d'un sinistre personnage qui avait commis des exactions. D'accord. Donc j'imagine des moments un peu de stress, d'angoisse. Ah oui, parce que quand on a l'habitude de partir avec 3 véhicules blindés, avec un hélicoptère en alerte, et qu'on y va un peu tout seul, voilà, c'est un peu délicat, mais bon.
Ensuite, je crois que c'est à ce moment-là que vous devenez chef OP brigade logistique pour quand même un certain nombre de personnes. Alors, beaucoup plus tard, là, Ouais. c'est beaucoup plus tard, c'est dans ma deuxième partie opérationnelle de carrière où je suis effectivement chef ops pour une brigade logistique. Donc, une brigade logistique qui a 11 000 personnes, vous me 11 000 disiez. personnes. Voilà. Ouais. Et donc, là, en termes de mission, quelles sont les missions, justement, quand on gère plus de 10 000 personnes? Alors, mon métier, c'était de les gérer quand ils étaient engagés au combat et à partir du centre opérationnel. Encore une fois, j'ai eu de la chance. En fait, j'ai eu beaucoup de chance. C'était le moment où le président de la République de l'époque avait décidé que nous allions réintégrer le commandement intégré de l'OTAN. Et donc, on était au moment de la certification d'un PC de qualité OTAN. Donc, il faut passer un examen, un énorme examen. On met tout le monde sur le terrain. Vous avez une autre nation qui a été certifiée, qui vient vous certifier. Et c'est 3 semaines d'exercice. D'accord. Qui se préparent pendant à peu près 1 an et demi. Et là, eh bien, on se retrouve virtuellement au milieu de la Manche en Espagne. Et pour la logistique, 1200 mètres, 1800 mètres d'altitude, c'est pas très facile. C'est compliqué. Voilà. Ouais. Et donc, c'est dans ce cadre-là, ça faisait partie d'une de mes attributions où j'animais le PC. En fait, on produit les ordres pour une dizaine de régiments. Voilà. D'accord. Donc 10 fois 1000 hommes. Et quand même, vous avez un pôle, une équipe qui vous assiste. Non, on est dans un PC de division, de poste de commandement de division OTAN, pardon. Ouais. On est à peu près une centaine. D'accord. Une centaine. Ça dure combien de temps? Ça dure 2 ans. Ouais. Ça dure 2 ans d'un rythme opérationnel assez important parce qu'on est très souvent sur le terrain en métropole, mais sur le terrain pour préparer ce long exercice. Et puis j'ai eu la chance de me voir confier un bataillon de soutien logistique à ce moment-là en Côte d'Ivoire, pendant 4 mois, juste avant, à la fin de la préparation et avant l'exercice. Voilà. Donc, à une époque où la Côte d'Ivoire était tranquille. Ouais. Après, vous passez au cabinet du ministre de la Défense. Donc, ça se calme un peu au niveau Enfin, c'est très actif. Mais on n'est plus sur le terrain, sur l'opérationnel, etc. Dans le sens militaire du terme. Non, mais on n'est plus sur le terrain. On est dans un terrain politico-militaire où il faut en fait servir le ministre d'abord quand il arrive en lui expliquant. Là, on est quelle époque exactement? Alors là, là, j'ai fini mon. C'est quel ministre en l'occurrence, puisque vous êtes conseiller armée de terre là-bas? Monsieur Longuet et ensuite Monsieur Le Drian. D'accord. Et on est dans l'Afghanistan et on est dans le Mali pour aller vite. Et on apprend au ministre, on lui apprend vraiment, alors pas tout seul, hein, tous ceux qui participent au cabinet militaire, à s'acculturer à son ministère qui est un ministère régalien. Ouais. Qui est un ministère qui a quelque chose à voir avec le feu nucléaire, qui est un ministère qui a quelque chose à voir avec, très important, la force d'âme et les soldats que l'on envoie, que le politique envoie combattre au nom de la France sur les terrains d'opération dont ils ne reviennent pas toujours. Voilà, donc, et ça c'est et on voit le poids arriver sur l'homme qui est l'homme politique, au moment où on l'emmène pour la première fois devant le cercueil d'un soldat. D'accord. C'est à ce moment-là qu'il prend conscience de la réalité du poids de la fonction. Donc ça, c'est une de vos missions. Il y en a d'autres, justement. Il y en a d'autres. Accompagner le ministre dès lors qu'il va dans l'armée de terre, c'était ma fonction. Alors bien sûr, ça passe par toute une préparation. Il faut lui présenter les problématiques que vivent les formations qu'il va visiter. Il faut lui dire ce qu'il peut faire aussi pour eux. Ouais. Quand vous dites ça, j'ai un peu l'impression que lui ou d'autres, quand ils arrivent à des postes, parce qu'ils changent beaucoup de postes, les ministres, ils arrivent un peu quand même, entre guillemets, la fleur au fusil, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas très bien à quoi s'attendre. Alors, c'est pas cette impression que vous me donnez. Alors, c'était ni le cas de M. Longuet, ni le cas de M. Le Drian, tout à fait, parce qu'ils avaient participé aux commissions défense et aux commissions affaires étrangères
pour l'un au Sénat, pour l'autre à l'Assemblée nationale. Donc, ils avaient eu des mentors. Pour Monsieur Le Drian, c'était notamment, il avait très bien connu Marcel Bijard quand il était secrétaire d'État. Non, pas tout à fait. C'est plus le poids, alors. Ce que je veux dire, c'est, voilà, il y a un moment où on monte sur le cheval. C'est ça. D'accord. Et tant qu'on n'est pas monté sur le cheval, on ne sait pas comment ça bouge. Je crois que vous pouvez en parler. Tout à fait. Donc ça, c'était une période, quelque part, qui clôture un peu votre... Oui, c'est la fin votre carrière. C'est la fin de mon parcours. Dans le public, enfin dans le sein de l'armée. Alors, pas dans le public, mais dans l'armée, effectivement. Ouais. Et oui, en 2018, je choisis de quitter le service actif. Pourquoi ? 3 ans avant le terme. Les passages en cabinet ministériel ne sont pas anodins pour la vocation d'un officier. C'est-à-dire qu'on voit des choses que parfois on aurait souhaité ne pas voir. D'accord. Donc ça, quelque part, ça vous dégoûte un petit peu ? Pas vraiment dégoûté, parce que si je devais recommencer ce que j'y ai fait, même à cette époque-là, je le ferais comme ça. Mais on a... les hommes politiques ont une manière de servir qui est à eux, les soldats ont une manière de servir qui est à eux. Et c'est pas tout... La membrane est parfois étanche. D'accord. Une philosophie qui n'est pas la même. D'accord, je vois très bien ce que vous voulez dire. On va pas aller plus loin, mais tout le monde l'a compris. Alors, comment se passe ce passage ensuite ? Est-ce que ça vous paraît un obstacle difficile à surmonter, ou est-ce que finalement vous montez sur le cheval et vous franchissez l'obstacle facilement ? Alors là, j'ai fait comme ce qu'on m'a appelé quand on a appris dans l'équitation militaire, c'est-à-dire ceci est l'avant, ceci est l'arrière, maintenant vous montez dessus. D'accord. Et donc le 31 janvier 2018, je quitte l'armée de terre. Ouais. Le 1er février, je travaille chez Auchan. Ah oui. Voilà. Ouais. Et donc, pas beaucoup de transition. Je me suis très mal préparé. C'est à peu près, je pense, la première fois de ma vie que je m'étais mal préparé. Et voilà. Donc, avec la certitude, beaucoup de gens m'avaient dit faites une pause. Faites une pause. Prenez le temps de... Entre les deux. Oui. Mais je savais que si je faisais une pause, ça serait plus difficile. Ce serait beaucoup plus difficile. De remonter sur le cheval. Voilà. Auchan Retail, comme responsable sécurité, en région parisienne. À Cergy. Donc un tout autre univers, la grande distribution, un grand groupe français. Absolument. Comment se passe justement le transfert ? Bon, on sait que chez Auchan, la culture de la sécurité, de la sûreté est très importante. C'est assez importante. Il y a une école de formation. Ouais. Alors je pense que cette culture de l'entreprise m'a aidé à m'acculturer. Ouais. Là, bien évidemment. Et puis j'ai retrouvé quelques fondamentaux quand même. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas retrouvé à la tête de juste 30 personnes, mais ce fut le cas. Je les porte tous dans mon cœur, comme je portais mes soldats dans mon cœur. Enfin, j'ai vu des gens très intéressants, qui sont très mal payés pour ce qu'ils font, qui sont essentiels au fonctionnement des grandes surfaces, des petites surfaces, etc. Qui sont... voilà, j'ai trouvé des gens très attachants, des gens très compétents, dont j'ai beaucoup appris. On apprend, voilà. Bien sûr, vous apprenez des gens, mais vous devez aussi vous-même apprendre le métier. Parce que quand on vient de l'armée, des cabinets ministériels, et qu'on passe dans la grande distribution, on ne connaît pas tout sur la sûreté, la sécurité, on doit se former. Donc, non, mais on connaît rien, on connaît rien de rien. Donc on commence par venir à 5h du matin dans le magasin, et on regarde comment ça se passe, les livraisons, etc. D'accord. On essaie on revient sur le terrain et on frotte ses pieds par terre, on monte les escaliers, on va rencontrer les gens, on s'étonne de ce que l'on voit, et on apprend beaucoup, et on apprend de des hommes qu'on a à diriger, on peut très bien les diriger tout en apprenant d'eux, on apporte ce qu'on peut apporter. Et en tant que formation technique, ça c'est via Auchan que... J'ai passé mon SIAP 3 et mon CQP comme tout le monde. Très intéressant. Voilà, on devient...
Ça prend corps. Il y a des choses qu'on sait qui se transforment et qui prennent corps techniquement. Et puis après, ça permet d'aller faire de la formation de directeur de magasin sur la radicalisation, de faire des audits de sécurité incendie et sûreté dans plusieurs magasins. Et ça permet d'apporter, de combiner une expérience avec un début d'expérience. Oui, parce que ça, ce sont des nouveaux domaines dans lesquels vous évoluez. La lutte contre la radicalisation, est-ce que précédemment, vous l'aviez dans d'autres jobs auparavant? Moi, quand j'étais en école de formation, je suis issu d'une filière qui s'appelait à l'époque renseignement langue. Donc j'ai eu la chance aussi de faire de l'arabe. J'ai eu la chance d'aller me former au Maroc, voilà. Et puis on m'a appris les bases du renseignement, donc, que j'ai ensuite exercé parce que quand j'étais officier de sécurité du cabinet du ministre, j'étais aussi dans la chaîne du renseignement. Voilà. Et donc tout ça, oui et non. En fait, tout est différent. Et tout est lié. Mais moi, je parle souvent d'une continuité. Il n'y a pas de... Si on s'y attache avec cœur, si on y va avec humilité, parce que c'est quand même un monde nouveau, si on s'attache à apprendre les codes, voilà, c'est une transition qui peut se faire un peu plus en douceur qu'on pourrait le redouter. Ouais, bien sûr. Ouais. 2 ans, de 2018 à 2020 chez Auchan Retail. Ouais. Et puis, en 2020, vous devenez conseiller sûreté générale et gestion de crise chez Réunion des musées nationaux, Grand Palais. Donc, la Réunion des musées nationaux, parce que là aussi, peut-être, le public ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Alors, Grand Palais, c'est un certain nombre de lieux, c'est... Alors, c'est la réunion d'une organisation qui a été mise en place en 1899 pour la RMN, parce que la Réunion des musées nationaux existe depuis 1899. Ouais. Et comme chacun le sait, le Grand Palais sort de terre en 1900 à l'orée de l'exposition universelle. Et donc le Grand Palais, eh bien, on le voit bien, on le situe à peu près bien. La Réunion des musées nationaux, c'est un établissement public aujourd'hui à caractère commercial qui a pour mission première en délégation de service public d'exercer la tutelle pour le ministère de la Culture de certains musées qui sont des services à compétence nationale. Service à compétence nationale, ça veut dire que tel musée, il est le propriétaire intellectuel de la filière archéologie, de la filière préhistoire, de la filière... c'est le propriétaire de l'histoire de Clémenceau, c'est le propriétaire de l'histoire de Latte de Tassigny à Mouilleron-Paray, et voilà. Donc ça, ce sont des services à compétence nationale dont nous exerçons la tutelle, la RMNGP exerce la tutelle pour le compte du... Et puis après, on a d'autres établissements publics qui sont des musées et qui nous confient, par contrat, l'exploitation de certaines branches dont ils ont besoin, l'accueil, la billetterie, les librairies-boutiques. C'est ça? Parce que je crois qu'il y a 34 librairies-boutiques. 34 librairies-boutiques. En termes d'exposition, c'est quoi, une quinzaine dans toute la France? Alors, en termes d'exposition que nous produisons, oui, à peu près une quinzaine par an. Ouais. Donc, c'est quand même conséquent. C'est conséquent. Avec tout un travail, j'imagine, de sûreté-sécurité autour de ça. On va juste finir sur toutes vos missions. Des actions déployées sur le territoire. En dehors de ça, environ 300, je crois. Alors, quand vous parlez de 300 actions développées sur le territoire, c'est quoi très exactement? Alors, c'est des actions de recherche, de mécénat. D'accord. Des actions de communication. D'accord. De plus en plus des actions dans le champ digital, de manière à produire de nouvelles expositions qui mêlent, par exemple, le lapidaire et donc le très concret et le digital. Ce sont des actions de recherche aussi de produits à proposer en rapport avec les expositions à proposer dans les boutiques. Ce sont des opérations de logistique, parce nous avons un dépôt logistique à Gare au Nord qui centralise tous nos achats avant de les distribuer dans les boutiques. Et puis il y a l'acquisition aussi d'œuvres d'art.
Il y a l'acquisition d'œuvres d'art qui fait partie de la délégation de service public, puisque nous sommes acheteurs, effectivement, pour le compte du ministère de la Culture. Il y a l'activité qui, je pense, va vous séduire, c'est l'agence photo. D'accord. L'agence photo qui entretient le fonds officiel de la culture en noir et blanc, notamment, et voilà, et qui le propose, qui le commercialise aussi, qui le met à disposition de certaines expositions. Et puis on a 295 conférenciers partout en France, guident les conférences, et donc qui, eux, préparent des prestations intellectuelles innovantes, parfois, pour Abu Dhabi, pour Lille, puisqu'il y a le Grand Palais de Lille, etc. Alors, quelles sont vos missions, parce que quand on parle d'expo, là, on est très large, mais pour être un peu plus concret pour les téléspectateurs qui nous regardent, bien évidemment, des fameuses expositions. Il y a, je crois, l'exposition Napoléon qui est à découvrir jusqu'au 19 décembre, allez-y, à la Grande Halle de la Villette. On a la FIAC, on a aussi des événements comme des défilés Chanel, entre autres, le saut Hermès, qui est du jumping à cheval, des concerts, l'accueil permanent de public. C'est très très large, très très vaste. Comment on retrouve ces petits quand on est patron de la on essaie de s'assurer le plus en amont possible que dans l'ingénierie de l'événement, on est bien intégré en amont. On a bien les moyens de l'exécution. Et puis on est en veille sur les menaces ou les risques potentiels. Voilà. Et après, on contracte pas, on regarde quel est le dispositif technique qu'il faut mettre en œuvre, quels sont les partenariats, est-ce qu'on est bien en train de protéger les œuvres comme l'assureur le requiert, et comme on voit, on en conçoit la protection aussi, parce que les publics sont pas tous les mêmes partout, les publics ne sont pas tous les mêmes en fonction des dates. Quand on reçoit le public pour l'exposition de Napoléon, le jour de la révolte de Toussaint-Loup, le jour anniversaire de la révolte de Toussaint, l'ouverture, on n'est pas dans les mêmes conditions que la veille. C'est clair, c'est clair. Votre équipe est constituée de combien de personnes ? Alors, moi, je suis conseiller, donc je n'ai pas d'équipe, mais il y a un service de sécurité qui traite des affaires au Grand Palais, qui compte une trentaine de personnes, mais qui manœuvre, dirais-je, qui sollicite et qui rassemble jusqu'à plus de 210 agents en fonction du... L'accueil de Chanel, c'est 210 agents. Alors, mais donc, j'imagine, on fait appel à des sociétés extérieures que l'on labellise. Bien sûr. Que l'on labellise, à qui on remet un cahier des charges, dont on s'assure la prise en compte en amont et puis sur le terrain, pour avoir une cohérence d'ensemble, et pour, au moment si on devait intervenir, puisque tout ce qu'on redoute, et tous ceux qui viendront vous en parler ou parleront du même risque, tout ce qu'on redoute, c'est l'action néfaste, malveillante, violente et brusque sur la foule. Donc qu'elle prenne la forme d'attentats qu'on a déjà connus, mais peut-être aussi un jour d'attentats qu'on a connus au Japon, avec quelque chose qui pourrait être du gaz. Vous parlez des gaz dans le métro. Gaz ou bactériologique, peut-être un jour. Voilà. Eh bien, voilà. C'est cette action qu'on redoute, parce que si je prends le Grand Palais aujourd'hui, hier, avant notre fermeture pour restauration, nous étions capables de recevoir dans la nef 5600 personnes. Demain, grâce aux travaux, nous serons capables d'en accueillir 9200. Donc voilà. Et tout ça dans la perspective des JO de 2024, puisque l'établissement aura le plaisir d'accueillir les épreuves d'escrime et de taekwondo. Donc voilà. Donc tout ça... Donc quelque part, c'est savoir anticiper un maximum. Et quand vous parlez de mise en place technique, tout à l'heure, on parle de technologie, l'anticipation des technologies. Aujourd'hui, j'imagine que c'est inévitable pour vous, c'est une vraie épaule. Oui. On peut pas faire sans. Moi, ce que j'attends beaucoup, c'est qu'on puisse intégrer les nouvelles technologies dans la gestion des flux
fonce large. D'accord. Donc des applications là qui vous aident à gérer les flux, c'est en train de germer ça de plus en plus, hein. Oui, tout à fait. C'est presque prêt. On a des très belles startups françaises qui font ça, hein. Oui, on a la possibilité de faire du comptage. Parce que, du fait du règlement, on doit compter le public dans les espaces, ce qui est normal ça permet de les orienter permettre l'évacuation. à un endroit ou à un autre. Voilà, ça permet d'évacuer. Et alors dans la spécificité que va présenter le Grand Palais, le Grand Palais futur, où il y a un bouleversement complet des espaces. Enfin, plus exactement, il y a un réalignement complet des espaces. C'est-à-dire que le Grand Palais a été en 1937 coupé en deux pour accueillir le Palais de la Découverte. Et donc là, on rouvre le grand projet, c'est de rouvrir les espaces du nord au sud et de l'est en ouest, et de faire une grande galerie dans laquelle le public va pouvoir circuler librement, mais qui va être aussi une grande galerie modulaire dans laquelle on va pouvoir accueillir des événements dans une aile, un autre événement dans une autre aile. Et donc, par un jeu un petit peu comme dans le théâtre de Feydeau, on ouvre des portes, on ferme des portes et on fait circuler un peu tout le monde, de pouvoir offrir différentes possibilités. Donc, la possibilité scientifique par le Palais de la Découverte et la possibilité culturelle plutôt de notre côté Grand Palais traditionnel, et de mixer tout cela, de combiner tout cela, d'offrir d'avoir une offre digital aussi. Et donc là, quand on est dans le monde de ce que nous voulons être le Grand Palais immersif, on a un problème technologique avec les caméras. Donc, parce qu'on a plusieurs images, plusieurs faisceaux, plusieurs fréquences, plusieurs types de lumière. Qu'est-ce qui pourrait vous aider justement, comme technologie, qui pourrait arriver rapidement? C'est rechercher la caméra à guidage infrarouge avec le bon zoom, qui peut immédiatement capter ce qui est de l'ordre de la sécurité en faisant le distinguo de ce qui est de l'ordre du scénique. D'accord. Voilà. C'est l'intelligence des objets. Bien sûr. Des objets aussi. L'intelligence artificielle dont on sait qu'elle est à notre disposition. Après, il faut que le législateur court derrière. Bien sûr. Après, le législateur, il représente le peuple français aussi qui peut avoir des préventions vis-à-vis de cela. Je pense qu'il faut, comme toute chose, il faut y aller avec beaucoup de mesures. Toutefois, je pense que les JO 2024, ça va être un accélérateur immanquable. Vous pensez à ce point-là? Peut-être pas un accélérateur qui va nous amener à l'état final, mais un accélérateur sérieux. D'accord. Voilà, qui va nous permettre, parce que les JO 2024 à Paris, ça ne se fera pas sans que il y ait beaucoup de monde sur le pont, d'une manière générale, dans tous les domaines. Il y a beaucoup de monde sur le pont dans le domaine de la sécurité. Il y a beaucoup de monde sur le pont dans le domaine de la sûreté, donc au global de la protection. Et ça ne se fera pas sans que les forces régaliennes collaborent avec la sécurité. D'accord, le continuum. Pour terminer, ma traditionnelle question, qu'est-ce qui fait encore courir Eric Gentsel aujourd'hui? La transmission. Offrir aux plus jeunes ce qu'on vous a offert je pense que il y a quelques années. Voilà, moi la transmission, c'est-à-dire donner une idée de ce que pourrait être la sécurité demain, qui pour moi peut peut-être évoluer en protection globale. Voilà, c'est valable pour l'entreprise, c'est valable pour nos concitoyens, c'est valable pour notre patrimoine, qu'il soit matériel, immatériel. Et je pense que transmettre ce qu'on a mis quelques années à apprendre, qu'on n'a pas toujours repris on a appris parfois dans la douleur, et faire que cette génération qui nous suit, qui n'est pas aussi grise que ce qu'on veut bien le dire. Moi, j'ai beaucoup d'espoir je vois plein de jeunes autour de moi qui sont extraordinaires. Je pense qu'il suffit d'une pichenette pour que ça marche. Les mettre sur orbite. Merci, un très joli mot de la fin. Merci beaucoup, Eric Gentsel, d'être venu.
sur le plateau d'A-News Sécurité. Merci à toute la Dream Team Agora à la préparation de cette émission. Sont nombreux, Benjamin, Soline, Virginie, Camille, Léa, bref, une équipe de rêve. À très vite quant à nous pour se retrouver pour un autre si joli parcours comme ceux que vous découvrez depuis l'origine de cette émission. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Procedo a été heureux de vous présenter Parcours.